Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite masterclass où on va parler de stratégie, d'objectifs, d'OKR. Euh, je vais me présenter super rapidement. Je vais vous donner un peu le plan de la masterclass qu'on va suivre et un petit peu le format. Euh, je vais commencer très rapidement. Moi, donc, c'est Cédric Mao. Je suis cofondateur à Fly the Nest depuis pas mal d'années. Moi, ça doit faire presque 8 ans que je fais de l'accompagnement de scale-up avec mes collègues de Fly the Nest. Euh, L'histoire, c'est que j'ai accompagné Back Market il y a eu 7 ans, je crois, et que c'était un peu une histoire d'amour avec cette boîte-là. Je les ai accompagnés en continu depuis ces 7 ans, à tel point que je suis passé coach interne chez Back Market il y a 2 ans de ça maintenant sur une partie de mon agenda. Sur 80% de mon agenda, je suis dédié à cette entreprise que j'aime beaucoup pour sa mission, pour sa culture, et aussi par à quel point est-ce qu'on peut expérimenter et tester des choses d'un point de vue du collectif. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez génial, que j'avais chez Fly the Nest, mais que je trouve à une autre dimension chez Back Market. Et en fait, je vais me servir de Back Market comme d'un exemple aujourd'hui pour notre présentation. Donc, je vais commencer avec l'exemple de comment on fait à Back Market pour construire la stratégie de l'année qui vient. Et vous allez voir que, bon, voilà, c'est, en fait, une méthode qui fonctionne sur à peu près toutes les boîtes. Et donc, ensuite, on va revenir sur, comment est-ce qu'on définit pleinement un objectif, comment est-ce qu'on les priorise, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est une stratégie bien structurée dans toute sa boîte en fonction de la dimension à laquelle on est. Et je ferai bien attention de zoomer sur les différentes dimensions de boîte. J'y reviendrai, hein, qu'on soit une petite, une moyenne ou une grande scale-up. On fait pas les choses exactement de la même manière, mais les fondamentaux sont les mêmes. Vous êtes grandement invité à me poser des questions ou m'interrompre n'importe quand que vous en avez envie. N'hésitez pas à vous démuter et poser votre question directement. Moi, en vrai, j'aime bien quand on interagit. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai le chat sous les yeux aussi. Donc, du coup, je peux répondre directement aux questions qui apparaissent sur le chat au fur et à mesure. Ça va pour tout le monde? Vous êtes chaud? Allez, let's go. Yes. Et ben, je vais commencer avec Back Market. Chez Back Market, ça fait 7 ans qu'on essaye d'utiliser les OKR pour préparer la stratégie de l'année qui vient. Euh, Ça fait 7 ans qu'on teste des manières de faire différentes, qu'on les fait évoluer, qu'on teste des petites choses, qu'on fait itérer. Ce processus que nous, on trouve est un processus un peu colonne vertébrale de l'entreprise, parce que c'est quelque chose qui court sur presque toute l'année, avec plein d'étapes, et qui nous permet normalement de poser des bases très structurantes pour l'activité de tout le monde et de toutes les équipes. Euh, je vais vous raconter un petit peu comment fonctionne ce processus, quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il s'arrête, même si vous vous en doutez bien, c'est qu'en vrai, ça s'enchaîne d'une année sur l'autre. La première chose qu'on a bien compris et implémenté, c'est une première question qui nous vient tout le temps. Est-ce qu'il faut qu'on décide la stratégie en top-down? C'est-à-dire, nous, dirigeants, est-ce qu'il faut qu'on la décide et qu'on la propose aux équipes et qu'elles puissent s'en servir? Ou est-ce qu'on doit le faire en bottom-up? C'est-à-dire, on doit partir des inputs de toute l'équipe pour essayer de converger et trouver quelque chose qui fonctionne bien. La réponse à cette question est naturellement ni l'un ni l'autre, et les deux. Nous, ce qu'on explique toujours, c'est que pour faire la stratégie, c'est un ascenseur. Et plus l'organisation est grande, plus cet ascenseur doit être structuré. En fait, on doit faire un peu de bottom-up, parce que c'est là qu'on va chercher aussi de l'information terrain sur là où il peut y avoir des priorités à travailler. Mais on doit aussi penser au niveau de la tête de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas de doute. Typiquement, un board, s'il est bien fait, est censé avoir des inputs majeurs de stratégie. Et donc, définir sa stratégie, ça ne peut pas se faire ni en espace ni à l'autre. Ça se fait obligatoirement sous cette forme d'ascenseur, c'est-à-dire on va récupérer de l'information en bottom-up, on va essayer de la synthétiser, on va en sortir des premières versions de stratégie, puis ensuite ça va redescendre pour pouvoir itérer et atterrir sur quelque chose.
C'est ce processus-là que je voulais vous raconter chez Back Market parce qu'on est en train de le vivre en ce moment pour la stratégie 2024. Qu'est-ce qui se passe? Notre processus, il commence en juin. En juin, on va demander à tous les acteurs principaux de nous construire ce qu'on appelle les visions 2024. Quand je dis les acteurs principaux chez Back Market, ça s'appelle des trifecta. Une trifecta, c'est une unité business à laquelle on a accroché une unité produit et une unité technique. Donc, il y a des devs, des products et des business qui fonctionnent toujours par un groupe. Si vous ne connaissez pas ce modèle de trifecta, j'en ferai une masterclass spécifique, un de ces quatre, parce que c'est un sujet super sympa. À BM, on a même la team People qui a sa trifecta. C'est vraiment un modèle qui fonctionne bien. Et donc, on demande à toutes les trifecta de la boîte, c'est-à-dire chaque unité qui porte un pan du business, de nous écrire ce qu'ils estiment être leur vision 2024, c'est-à-dire leurs top priorités, les grands projets qu'ils veulent mener, les moyens dont ils ont besoin, etc. On appelle ça le Vision Day. Et en vrai, ça court sur 2 journées pendant lesquelles on va avoir toutes ces trifectas, c'est-à-dire en vrai pas loin de 200 personnes qui travaillent là-dessus, qui vont remonter plein de visions à un groupe de direction. Trifecta, T-R-I, fecta, c'est faire à trois. Donc c'est le tri de trinôme. T-R-I, et sinon hop, je l'écris dans le chat. Et donc, on va avoir toutes ces trifecta qui vont venir nous donner qui vont venir nous présenter leur vision. Et ça va servir d'inspiration alors je pourrais dire le COMEX, en vrai chez Back Market, c'est un COMEX étendu, c'est à peu près une vingtaine de personnes, qui vont ensuite, une fois avoir récupéré toutes ces informations, pouvoir décider de quelles vont être les grandes priorités et les objectifs de l'année suivante. Donc, vous voyez, c'est un processus qui commence en juin. C'est en juin que toutes les trafficas se mettent à travailler sur leur ambition de l'année suivante. Ils en profitent au passage pour mettre à jour leur roadmap S2. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain, ça va bien avec. Donc comme ça, on a à la fois la roadmap S2 qui est carrée, et puis une anticipation de ce qu'on aimerait faire en tant que trifecta l'année suivante, en tant que groupe business. Pendant tout l'été, elles vont préparer leur présentation et les présenter fin d'été à notre groupe de direction un peu étendu, cette vingtaine de personnes. Ces 20 personnes-là vont ensuite partir en off-site et s'enfermer dans une salle pour construire une synthèse de tout ça et une V0 des objectifs de l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, les 4 top priorités de la boîte rangées dans l'ordre. Simplement, le nom n'est pas encore sûr. La valeur de l'ambition n'est pas encore sûre. Mais on affine quand même suffisamment bien pour être solide pour le présenter aux équipes. On appelle ça la V0, des OKR de l'année. Sachant que à la suite de ça, ça se passe en ce moment. Donc on fait le séminaire de direction en septembre. Sur le mois d'octobre et novembre, on peaufine les priorités et elles sont présentées en novembre à l'ensemble de l'entreprise ce coup-ci. Donc on a vraiment un ascenseur où on récupère de l'information de tout le monde par les trifecta, on synthétise la stratégie au niveau d'un COMEX élargi, on la redescend aux leaders principaux qui vont devoir porter tout ça pour raffinage, et enfin, c'est représenté à l'ensemble de toute l'entreprise. Ça, c'est ce que je voulais vous raconter, c'est ce processus d'ascenseur. À quoi ça ressemble l'output? Donc, je vais vous donner ici la présentation des OKR de l'année 2023. Donc ça, c'est l'exercice, c'est le résultat de l'exercice de ce qu'on a fait l'année dernière. On se remet en contexte, on est en 2022. 2022, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu une petite crise, particulièrement au niveau du financement dans notre univers de startup scale-up. Beaucoup moins d'argent disponible et plus tout à fait la même chose valorisée par nos marchés. Finalement, la profitabilité commençait à être pas mal valorisée par rapport à la croissance. Donc, on avait envie de se tourner un petit peu vers ça. J'arrive donc donc là, on est sur la présentation annuelle de Back Market à l'ensemble des employés. Donc, slide
slide naturellement, enfin, authentique, hein, c'est les réels. Chez Back Market, on construit toujours un thème de l'année qui va regrouper nos différents OKR, nos différentes priorités. Et vous allez voir comment c'est construit. Le thème de l'année pour 2023 pour Back Market, c'était Independence Day. Parce que, a priori, si on serrait un petit peu la ceinture et si on était assez bon, on avait potentiellement moyen d'être rentable pour la première fois en 2023. Et rentable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne plus être dépendant des fonds pour décider de sa stratégie. À partir du moment où on est rentable, on a beaucoup plus de liberté par rapport à ces fonds pour pouvoir négocier de sa stratégie. Et donc l'objectif, c'était de reprendre le contrôle de la stratégie de l'entreprise. On appelait ça Independence Day. Très concrètement, c'était faire notre premier euro de rentabilité cette année. De ce thème ont découlé 4 priorités que je vais pouvoir vous donner maintenant. Et vous allez voir un petit peu comment est-ce qu'on fait, jusqu'à quel niveau on va pour les pousser. Donc on est sur une entreprise qui compte 700 personnes. Et donc ces top priorités-là sont presque marketées. Elles ont des noms, elles ont des designs. Ici, vous voyez la priorité numéro 1 qui s'appelle We are the 99%. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez deviné peut-être avec le KPI de conversion. C'est-à-dire qu'il y a 99% des gens qui viennent sur le site de Back Market qui partent sans faire une opération, que ce soit acheter ou vendre. Le but, c'est de comprendre qui sont ces 99% de personnes, pourquoi ils sont partis, est-ce qu'ils avaient envie de faire des choses, qu'est-ce qui les a bloqués. Donc, on avait un premier OKR qui était entièrement dédié à la conversion, comprendre comment est-ce qu'on fait pour que des gens s'engagent quand ils arrivent sur le site. Tout était rentré là-dessus. En vrai, on s'en rend pas compte, mais sur 700 personnes et sur un site de cette dimension, c'est des dizaines et des dizaines de projets différents qui ont popé pour essayer d'améliorer la conversion. J'ai évidemment masqué les chiffres ici, hein, vous vous en doutez, mais ce qui était intéressant de se rendre compte, c'est que si on réussissait cet unique OKR, on avait atteint notre ambition d'Independence Day. C'est-à-dire que cet OKR 1, il remplissait pleinement sa fonction de priorité 1 au sens propre, parce que la priorité 1, c'est l'unique que si on l'a réussi, on est quand même content. C'est exactement comme ça qu'il faut la penser. Les OKR priorisés, c'est comme ça qu'il faut les penser. Le premier, c'est celui qu'on veut surtout pas rater. Si on doit en rater 2 entre le premier et le deuxième, c'est le deuxième qu'on rate. Et c'est OK. Sur le deuxième, il s'appelle One More Thing. One More Thing, vous connaissez peut-être les présentations, les keynotes d'Apple. Apple, c'est pas le grand ami de Back Market, naturellement, vous en doutez. Essaye de tout faire pour pas que les téléphones soient réparables. Nous, c'est l'inverse, on aimerait bien qu'ils soient le plus possible réparables. Et One More Thing, bah, c'est un petit pied de nez parce que c'est la manière qu'avait Steve Jobs de présenter toujours la dernière chose importante quand il faisait une keynote. Il faisait sa présentation et puis il disait Oh, and one more thing, et puis là, il balançait l'iPhone. Et ben c'était la même chose en fait. Ici, on avait des gens qui venaient sur la plateforme soit pour acheter, soit pour vendre, mais on avait envie qu'ils comprennent que c'était un cycle et qu'en fait, le but, c'est de faire les deux pour participer à la circularité de la tech. Et le KPI pour mesurer ça, bah, c'était le revenu moyen par utilisateur. Essayer de voir si on arrivait à faire en sorte que les gens restent et fassent, bah, s'ils ont acheté un téléphone, qu'ils ouvrent leur placard et qu'ils vident les téléphones qui étaient dedans pour aller les balancer. Deuxième grande priorité, qui touchait au revenu. Bah, le revenu, naturellement, hein, ça contribue fortement aussi à l'EBITDA, donc à la profitabilité, et donc à notre thème annuel, qui était l'Independence Day. Je vais un peu plus vite, mais pour vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Voilà, on avait un troisième OKR qui était autour de l'intervention client, la qualité de l'intervention client, et surtout ce qu'on appelle le contact rate, parce que c'est ça qui coûte beaucoup de sous. Et un dernier qui est qu'on appelait autopilot, qui était le nombre de tâches manuelles qui peut exister dans une scale-up. Je pense que vous connaissez ça. Comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte d'automatiser tout ça pour ne plus perdre un temps fou de cerveau intelligent à des tâches à faible valeur ajoutée, mais plutôt pouvoir maximiser l'énergie de l'équipe sur les moult projets à développer. Voilà, je vous ai donné un peu un exemple de comment on fonctionne chez Back Market, qui est du coup pour le coup une très grosse boîte. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ces OKR, comment ça marche, comment on construit la priorité, etc. Avant que je rentre dans le dur, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des questions, des remarques, des choses à partager sur ce que je vous ai montré là pour l'instant?
Ça va pour l'instant? Ouais? Allez, let's go, on continue. Euh, Merci beaucoup. Alors en vrai, c'est le studio interne qui bosse sur les illustrations. C'est-à-dire que les OKR, quand elles sont définies au niveau de la direction, même les noms sont souvent des noms intermédiaires, quoi. Des fois, on a même essentiellement la notion du KPI ou quelques idées de projet. Et en fait, on fait des briefs, on donne au studio interne de la boîte qui nous design les OKR et le thème de l'année. C'est extrêmement pratique. Mais c'est très important parce que ça permet vraiment que ça reste dans la tête de tout le monde. En fait, ces OKR-là, c'est vraiment 100% des gens dans la boîte connaissent les 4 OKR dans l'ordre. C'est sûr. Ils sont tellement rabâchés, tellement utilisés et marketés que du coup, ils restent un peu dans les têtes. Donc, effectivement, très belles illustrations et c'est un point important. Plus on est nombreux, plus c'est important. Allez, j'attaque un petit peu. Vous avez vu, j'utilise beaucoup le terme OKR. Et c'est une méthodologie qui est très utilisée, inventée par Intel, démocratisée par Google. Il y a autant de manières de faire des OKR qu'il y a de scale-up. Donc, je vais commencer vraiment par ça, par se rassurer. Ce que je vais décrire, c'est une manière de faire des OKR. Il y a plein de manières d'implémenter les OKR. Comme vous l'avez vu avec l'exemple que j'ai donné de Back Market, rien que le processus pour construire les OKR, il y a plein de manières de faire. À vous de trouver la patte, celle qui vous ressemble le plus, celle qui est la plus naturelle pour vous. On vous donnera une recette à la fin de comment est-ce qu'on peut faire en V0, mais pour aller là-dessus. Du coup, pourquoi on parle d'OKR? Exactement de quoi parle-t-on quand on parle d'OKR? Si on veut revenir au minimum du minimum, c'est deux choses, un système d'OKR. C'est un système de priorisation avant tout. J'ai énormément de cas chez Fly, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Quand on pose la question à un dirigeant, c'est quoi tes trois priorités? Il n'aura jamais de problème à répondre pour nous dire c'est quoi les top priorités. Par contre, si on lui demande de les mettre dans l'ordre, c'est beaucoup plus. Et là, j'insiste énormément, peu importe le nombre de priorités qu'on a, ce qu'il faut, c'est qu'elles soient ordonnées. Dans l'exemple que je vous ai donné plus tôt, notre conversion, donc ce l'OKR qu'on appelait We Are the 99%, c'était le numéro un en prio. Et c'était pas pour rien. Si on réussissait juste celui-là, on pouvait considérer l'année comme successful. Parce que ça nous aurait fait suffisamment de résultats pour pouvoir faire notre premier euro dans l'année. Mais ce que ça voulait dire aussi, c'est que c'est à cet OKR-là qu'on a loué le plus de ressources, quelle que soit la nature de ces ressources, que ce soit des people, je pense typiquement au business, que ce soit des sous, pour acheter des softs, acheter des choses, etc., ou que ce soit de la tech. Je mets la tech comme étant une des ressources à part entière, parce qu'on sait combien c'est une ressource rare, précieuse, difficile à se procurer, encore plus difficile à faire grandir. Donc, si vous vous lancez dans cet exercice de faire votre stratégie de l'année prochaine, la chose la plus importante à avoir en tête, c'est que vos top priorités soient rangées dans l'ordre. Il y a une numéro 2, il y a une numéro 3, il y a une numéro 4. Et la bonne question à se poser, c'est si je dois en rater une des deux, c'est laquelle? Ou si vous avez noté vos quatre priorités, si vous devez en réussir qu'une, c'est laquelle? C'est la bonne question à se poser pour trouver la numéro 1. Vous verrez que c'est un exercice sur lequel on est rarement d'accord. Si vous faites ça avec votre collègue, c'est là que les choses vont commencer à chauffer, c'est là que ça devient des vraies discussions rigolotes, parce qu'on se pose des vraies questions d'allocation. Vous l'avez compris, si les priorités doivent définir les allocations de ressources, en particulier financières et people, eh ben, ça vaut le coup de le faire avant d'enclencher le processus budgétaire. En fait, la définition des priorités de l'année suivante sont parmi les hypothèses structurantes d'un budget. Donc, si vous avez un processus budgétaire qui tourne, si vous êtes assez gros pour avoir un processus budgétaire qui tourne, vous allez probablement vous y mettre maintenant, en octobre-novembre. Si vous êtes déjà gros, vous êtes probablement déjà à l'étape des people costs. Peu importe, l'idéal, c'est d'essayer d'avoir défini votre stratégie de l'année suivante avant de faire votre budget. Ça, c'est la première chose que sont les OKR, un système de priorisation. Donc, avoir les choses dans l'ordre, ça suffit.
La deuxième chose particulièrement clé et critique avec les OKR, c'est que c'est une formulation exigeante d'objectifs. Il y a plein de manières de faire des objectifs, il y a plein de frameworks de faire des objectifs SMART, SHARP, bidule, voilà, il y a tout ce qui peut exister. Dans la méthodologie des OKR, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'on parle toujours d'outcome versus les outputs. Output, c'est ce qui sort de moi. Donc, ça va être toutes mes actions, tous mes projets. Outcome, c'est ce que j'en attends. Donc, c'est le résultat attendu versus le moyen. Ça peut paraître bête, c'est extrêmement compliqué de fonctionner systématiquement en outcome. Je vous ai donné un exemple au-dessus. Ouvrir les US serait très probablement une formulation qui me serait souvent proposée comme étant une priorité de l'année. Les OKR vont nous obliger à nous dire, mais qu'est-ce qui te fait dire que tu as réussi à ouvrir les US? Quand est-ce que tu peux dire, c'est bon, c'est fait? Quand est-ce qu'on peut sonner la cloche, quoi? Et là, je vous ai donné un exemple. Vous signez nos 10 premiers comptes aux US pour un total de 300K d'ARR, par exemple. Des chiffres, j'ai mis des chiffres random, hein, je sais pas de quelle boîte on parle. Mais c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on retourne la chose. Ouvrir les US, c'est une action. On a signé les 10 premiers comptes pour un total de 300K d'ARR. C'est le résultat attendu. Outcome versus output, c'est ça que ça veut dire. C'est toujours essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on en attend de ce qu'on va faire. Et la deuxième chose pour laquelle les OKR, c'est exigeant, c'est qu'on veut du quantitatif et du qualitatif. Donc, on a signé nos premiers comptes aux US, plutôt qualitatif, et du quantitatif, j'ai d'ailleurs inversé les deux, là, excusez-moi. Le qualitatif, c'est le haut, et le quantitatif, c'est les KR. Et le KR, ça va du coup être un KPI et une valeur associée. En l'occurrence, là, on en a deux, le nombre de comptes signés et le volume total d'ARR aux US, pour lesquels on s'est dit qu'on voulait atteindre 10 dans le nombre de comptes signés et 300 car quantité d'ARR signés. Si, de tout ce que vous avez pu voir sur les OKR, de tous les systèmes de performance, de priorité que vous pouvez voir, si vous avez un nombre de priorités claires qui sont rangées dans l'ordre, que chacune est formulée comme un outcome avec du quali et du quanti, job is done. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous avez probablement fait déjà mieux que la majorité des boîtes. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Pas dans le chat non plus. Merci beaucoup pour le retour. Il y a une deuxième chose à avoir en tête, c'est qu'une fois qu'on a défini quelle forme c'est censé avoir des OKR, donc une liste priorisée d'objectifs bien formulés, ce qu'on peut se poser comme question, c'est j'ai quoi comme OKR dans la boîte? Parce que j'ai plein de choses à représenter dans mon entreprise. J'ai plein d'éléments de performance, j'ai plein d'objectifs que je vais faire. Donc ici, je vous présente ce que nous, on appelle la cascade des OKR, ou la cascade de la vision en objectif, peu importe, ça a plein de noms différents. Ce dont on va partir, c'est d'une North Star. C'est pas obligatoire de l'avoir défini. Il y a plein de boîtes qui vivent sans North Star. C'est pas fou, mais bon, c'est faisable. Il y a un moment, il faut s'y pencher. Mais c'est faisable de faire sans si vous l'avez pas encore fait. Idéalement, quand même, on a une North Star claire. On sait ce qu'on vise. C'est vers là qu'on va. Chez Back Market, la North Star, c'est que le marché du circulaire ait dépassé le marché du neuf. Voilà, c'est c'est ce qu'on appelle le point pivot dans le marché. C'est le moment où on pourra dire que l'énergie qui est mise dans le circulaire devient prédominante et donc risque de probablement amenuiser la puissance du neuf petit à petit. C'est important d'avoir une North Star comme ça, simple, limpide. Évidemment, il y a plein d'autres éléments de vision autour de ça, mais au moins, il y a quelque chose qui est très précis. On sait qu'on vise ça, on sait qu'on va là, quoi. C'est, ça simplifie la communication. En général, on va avoir quelques OKR stratégiques. Là, on est en train de parler de vision moyen terme, moyen long terme, ça dépend à combien on est. Quelques éléments qui vont être structurants pour penser où on va. Par exemple, je l'ai fait récemment avec une startup en SaaS. Et bon, bah, il y avait quelques chiffres clés, quoi. Ils se voyaient bien à 3 ans être 500 personnes. Ils s'imaginaient bien être aux US, en Europe, en Asie,
répartis à 50, 30, 20. Ils s'imaginaient bien avoir lancé 2 nouveaux produits. Ils s'imaginaient bien avoir un grand bureau et plein de petites antennes. Voilà, des éléments de vision sur lesquels ils étaient vraiment d'accord et qui leur permettaient de, voilà, de relever le nez et régulièrement se dire, ok, on va toujours vers là, ouais, c'est bon, ok, let's go. Ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle les OKR stratégiques. C'est une manière de représenter un peu de la vision moyen terme. Et en fait, l'exercice est le même, hein. On va juste se poser sur qu'est-ce qui nous ferait ouvrir le champagne à 2, 3 ans, à 3, 5 ans, et puis s'arrêter sur les quelques éléments clés. En général, le North Star et les OKR stratégiques, c'est des choses qui ne bougent pas beaucoup. Donc, c'est souvent des choses qu'on va retrouver dans les onboardings. On va toujours expliquer ça dans l'onboarding de quelqu'un. C'est quelque chose qu'on va retrouver souvent dans le playbook, dans le employee playbook, dans le employee handbook, si on en a un. Probablement dans dans la base de connaissances de la boîte. C'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver là aussi. C'est quelque chose qui revient sans doute fréquemment dans les communications des dirigeants, dans la boîte aussi. Mais ça bouge pas trop. Ah, pardon. Alors, voilà. Par contre, ceux qui vont bouger, c'est les OKR annuels ou biannuels. J'ai mis annuel ou biannuel parce que, bon, voilà, on peut décider que c'est à 6 mois, on peut décider que c'est à 1 an, ça dépend de la maturité de la boîte. Et ça, c'est 3 à 5 OKR pour décrire la stratégie court terme. Exactement comme on a pu le faire chez BackMarket. Ce que je vous ai montré de BackMarket, c'était les OKR annuels de l'entreprise. Cela change tout le temps. Ce qui est intéressant avec cela, c'est que, alors on appelle ça de la stratégie, mais en vrai, ce qu'on est en train de faire, c'est décrire les transformations majeures qui ont lieu en ce moment dans la boîte et leur mettre des noms et les mettre tout en haut pour mettre le spotlight dessus, mettre l'éclairage dessus et dire allez, c'est là qu'on va tous. Donc c'est une question de poids du corps. On n'est pas en train d'inventer des choses quand on écrit les OKR de l'année suivante. On est plutôt en train de mettre des mots sur des choses qui étaient là un peu dans l'air et pour lesquelles on a envie de mettre la seconde et que ça passe derrière. C'est ça qui se joue vraiment quand on écrit les OKR annuels de l'entreprise. Et naturellement, une fois qu'on a ça, on va avoir envie que ça cascade. On va avoir envie que tout le monde s'aligne avec ça et on va avoir envie que toutes les roadmaps et tous les projets soient alignés avec ses ambitions et ses priorités de la boîte. Et donc, du coup, il faut commencer à faire l'exercice au niveau des équipes. Et au niveau des équipes, potentiellement, en avoir un peu plus. Je vais venir un petit, juste après pourquoi est-ce qu'on peut en avoir des nombres différents. Souvent, on va avoir des OKR qui vont être alignés avec ceux de l'entreprise pour les équipes et en plus des OKR trimestriels. C'est pas obligatoire d'avoir les deux. Là, je vous ai mis vraiment l'exhaustivité. Je dirais que ça dépend de la taille des équipes. On ne traitera pas le même cas une équipe de 10 personnes et une équipe de 80 personnes, naturellement. Donc là, à vous de voir. Et c'est possible, mais c'est pas obligatoire, descendre au niveau des OKR individuels qui permettent de piloter la performance de chacun et d'aider chacun à progresser sur ce qui doit avancer. Donc, si on résume, on a une structure d'OKR qu'on retrouve qui va se cascader tout du long de la boîte. Il n'y a pas d'obligation à tout faire. On peut laisser la liberté à chaque dirigeant d'équipe de mener son équipe comme il en a envie. Il est évidemment obligatoire d'avoir les 3 blocs bleus d'une forme ou d'une autre. Ces 3 blocs bleus doivent être construits quelque part, au moins au bout d'un moment, pour la North Star, mais le plus tôt c'est le mieux. Et ces 3 blocs bleus doivent être connus de tout le monde. Pour vous dire que vous gérez bien les priorités de votre boîte et que votre boîte est alignée, vous pouvez vous donner ça comme KPI. Tout le monde connaît les OKR de l'année, tout le monde connaît les OKR stratégiques, tout le monde connaît la North Star. Si vous avez ça, vous faites un excellent boulot. J'ai une question de Pierre. Les OKR d'équipe doivent-ils être tous alignés avec les OKR d'entreprise? Alors, c'est une bonne question. Normalement, oui. Ce serait bizarre d'avoir un projet dans une équipe qui est top priorité alors qu'en fait, il est même pas dans les priorités de l'entreprise. Donc, normalement, dans les équipes, ce qui sert les OKR de la boîte doivent être quelque part en haut. Et après, il y a tout le reste. Il y a tout ce qu'on fait qui ne sert pas directement les OKR, mais qui sert à toute la vie de la boîte.
Donc, pour moi, il doit y avoir un alignement logique entre les OKR d'équipe et les OKR d'entreprise. Et s'il y a des désalignements, il faut qu'ils soient questionnés. C'est pas impossible. C'est juste, c'est des choix strat, quoi. Il faut être conscient qu'on a décidé que dans cette équipe, les priorités sont un peu différentes, pour telle et telle raison. Mais let's go. C'est totalement OK de le faire, il faut juste en être conscient. D'ailleurs, c'est très puissant, hein. Une fois que vous avez construit tous vos OKR d'équipe, de vous poser tous autour de la table, que chacun présente ses OKR d'équipe, qu'on voit où est-ce que ça match, ou où est-ce qu'il y a des bugs de prio ou de synchronisation, c'est quelque chose, c'est un exercice très puissant. Euh, mais encore une fois, on a le droit d'avoir des OKR qui soient pas complètement alignés, et plus la boîte est grosse, plus ça peut arriver. Bonne question de Sophie, et qu'en est-il pour les équipes qui sont beaucoup dans le run et peu dans le build? Euh, alors, bah, on peut avoir du run dans les OKR, c'est pas impossible. En fait, il y a des fois, il y a un morceau de processus qu'on a juste envie de faire et faire très bien et faire très vite. Et donc, en fait, il peut se retrouver dans nos priorités. Ça peut arriver. Dans tous les cas, il est vrai que sauf cas de force majeure, le run est toujours prioritaire sur le build. C'est un peu ça la règle de la vie, de la boîte. Si on arrête le run, on en meurt. Si on arrête le build, on n'avance plus. Donc, on peut se permettre d'arrêter le build de temps en temps si on est submergé par le run. L'inverse n'est pas vrai. Si le build passe prioritaire sur le run, c'est qu'on est en train de faire un pivot, a priori. C'est essentiellement le cas principal, parce qu'on est prêt à mettre à mal le business actuel. Et donc, c'est normal qu'il y ait des équipes aussi qui, des fois, n'aient presque pas d'OKR parce qu'en fait, elles sont à fond dans le run. Je pense aux équipes sales, par exemple. C'est fréquent que les équipes sales aient essentiellement des ops directs. Peut-être à certaines équipes très, très orientées lead, génération de lead, SQL et MQL, dans des équipes marketing, ça peut être le cas aussi. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là? N'hésitez pas à faire des screenshots hein, si vous avez besoin, ou sinon, de toute façon, on postera les slides aussi. Je vous ai fait un exemple ici. J'ai pris l'exemple d'une boîte complètement inventée, que j'ai appelée Wise, je sais pas pourquoi. Euh, et j'ai essayé de vous remontrer un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, c'est l'exemple d'un SaaS dans le retail, quoi. Donc un SaaS, je pense, le modèle le plus classique de scale-up que l'on peut voir. C'est pour ça que j'ai pris ça. En l'occurrence B2B, donc, qui bosse avec du business. Leur North Star, ça pourrait être, nous sommes les leaders du marché, 90% du top 50, du top 500 des boîtes retail utilisent notre solution. Alors là, on est sur une vraie grosse vision. En l'occurrence, c'est une des définitions principales de leadership dans le business. C'est le nombre de clients qu'on a dans le top X d'un marché donné. Donc c'est un bon moyen pour réutiliser et définir la notion de leadership, si jamais ça peut vous servir. Et puis en dessous, ils avaient défini comme stratégique OKR, par exemple, on a atteint 100 millions d'ARR et on est prêt pour faire une IPO au Nasdaq. Voilà, ça pourrait être tout à fait une ambition d'une startup SaaS qui a ce type de chiffre en tête, de se dire, voilà, d'ici 5 ans, c'est ça qu'on vise à peu près. Et puis, leurs objectifs annuels qu'ils pourraient avoir, bah, tiens, par exemple, la machine qui génère des leads est opérationnelle, le KPI serait le nombre de SQL, suffisant pour pouvoir atteindre la target sales. On a doublé l'ARR en Europe. On a fait notre premier million d'ARR aux US. Voilà un exemple classique qu'on pourrait retrouver. Puis vous avez des exemples en dessous aussi de ce que ça peut donner sur des équipes. J'ai pris 3 équipes. Le marketing, les sales, customer success. Ben voilà, je prends customer success par exemple. NPS supérieur à 90. On a grossi les comptes, les top comptes de 15%. Et on peut doubler notre customer base sans recruter, ce qui sera plutôt un travail interne d'optimisation des processus, des routines, des outils, etc. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais faire une petite pause. Ça va? Ok. Euh, donc, bien avoir juste en tête, voilà, on a une cascade, que l'indispensable, c'est le bleu, c'est ce sur quoi on doit le faire, et qu'on peut descendre jusqu'au vert.
Est-ce qu'on descend aux OKR individuels chez Pack Market? Ouais. Euh, alors, chez Back Market, les OKR individuels, enfin, ça marche partout, hein. Et en gros, c'est surtout qu'on a des quarterly reviews. Donc, les managers revoient les objectifs individuels de chacun pour tous les trimestres. Donc, on définit des objectifs individuels pour tous les trimestres. Et c'est ceux-là qui sont suivis par les managers. Et les objectifs individuels ont trois sources. Ça peut venir du run, c'est-à-dire à quel point juste le métier qu'on est en train de faire, quoi. Un vendeur, il peut juste avoir un objectif de vente dans le trimestre. Ça peut être du build, ce qui va plutôt se rapporter aux OKR, aux projets, aux participations dans différents projets. Et ça peut être du comportemental, lié à la culture. Est-ce qu'on est bien en accord avec la culture ou pas? Est-ce que le comportement est celui qu'on attend dans la boîte ou pas? Et donc, chez Back Market, tous les trimestres, les trois éléments, run, build et culture, vont venir, enfin, ça va permettre de construire des objectifs individuels. On va construire des objectifs individuels sur la base de ces trois éléments-là pour chaque personne de la boîte. C'est un gros taf, mais c'est très puissant. Quand c'est très bien fait, c'est extrêmement qualitatif. Ça aide vraiment à sentir ses priorités, à savoir où on va. À l'échelle individuelle, c'est génial, quoi. Et c'est pas obligatoire, hein, de descendre aux OKR individuels. C'est surtout en début, quoi. Quand on a cette plus grosse, c'est quand même un bel outil. Ça va? D'autres questions? N'hésitez pas à vous shooter dans le Slack ou prenez la parole. Sentez-vous libre. Euh, eh bien, si ça va, je vais continuer un petit peu. Comment est-ce qu'on va déployer les OKR? Comment est-ce qu'on va expliciter sa stratégie en fonction de quelle étape on est? Je fais très rapidement un rappel de quelque chose qui est très Flyzoness, qui est la manière de concevoir. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Voilà, j'y reviens. OK. Qui est la manière de concevoir les changements d'échelle. Donc, nous, quand on regarde nos clients, start-up, scale-up, on se pose toujours la question de savoir à quel stade de changement d'échelle ils sont. Et pour nous, il y a trois changements d'échelle principaux qu'on va vivre quand notre boîte va grandir. Le premier, le changement d'échelle 1, c'est celui qu'on appelle le fondateur à core team. C'est finalement le moment où on passe d'une équipe de 1, 2 ou 3 à une équipe de 15, 20, éventuellement 30, qui est, qui est un peu l'équipe transverse, qui connaît tout, maîtrise tout. On a une grosse confiance entre nous au niveau de cette équipe-là. Alors on sent que c'est un pilier et que c'est avec ça qu'on peut piloter. Cette étape est très souvent associée à l'adéquation du marché. C'est très souvent une phase où il y a essentiellement du build, parce que même si on commence à avoir des clients, de la récurrence, en vrai, on est quand même en train de toujours d'itérer sur comment signer, toujours itérer sur comment s'occuper de ses clients. Donc tout est du build. Et l'enjeu le plus important, c'est l'enjeu culturel. Rater la culture de sa core team, on est sûr que ça va être compliqué à l'étape d'après. Parce qu'à l'étape d'après, tout le monde va se mettre à recruter. Et du coup, tout le monde va recruter naturellement par son propre prisme. Et ça va créer des divergences de culture dans l'organisation globale après. Donc l'enjeu le plus critique, quand on est au scale 1, c'est vraiment la dimension culturelle. S'assurer qu'on est un pack soudé, on s'entend bien, ça marche bien, on se dit les choses naturellement, il n'y a pas de stress. Voilà, c'est comme ça qu'on peut se dire j'ai réussi l'étape core team. La deuxième étape de changement d'échelle, pour nous, ça va entre 20 et 150 personnes, donc c'est une grande phase. En vrai, c'est la phase de croissance la plus rapide. En général, on a trouvé à peu près l'adéquation du marché et on est en train d'augmenter la volumétrie le plus vite possible. Ça veut dire que c'est une croissance qui est très rapide, mais c'est pas une croissance qui est structurée. En général, c'est des moments où on va doubler en une année, potentiellement. On va passer de 20 à 40 l'année suivante, ou de 20 à 60. On peut voir des fois des changements de 200%, 300% dans les tailles des équipes. Donc c'est complètement aberrant comme taux de croissance. C'est de la croissance plus rapide que le stade d'après. Mais bon, c'est un peu chaotique. C'est souvent au moment où on a besoin de se positionner stratégiquement. C'est-à-dire qu'on a notre produit se développe, mais on a besoin de le marketer, lui donner du sens, lui trouver sa place sur le marché. Ça, c'est des choses qui prennent du temps à se rassurer. C'est une phase très importante de structuration du run. En fait, pendant toute cette phase-là, ce qu'on veut, c'est avoir la chaîne de valeur qui s'exécute le plus qualitativement possible.
Et c'est une phase dans laquelle on a encore beaucoup de build. Malgré tout, on construit encore beaucoup. Le run a dépassé le build. C'est ça qui est compliqué. Dans cette phase-là, Team of Teams, le run va dépasser le build. Donc, il y a plein de gens qui adorent le build, mais qui ça va pas être facile, qui retrouvent plein d'espace de l'autre build ou un peu de run. Et il va falloir recruter des gens pour faire du run, naturellement. La troisième phase de changement de dimension d'une entreprise, pour nous, c'est celle qu'on appelle diversification. C'est souvent au-delà de 150 personnes. C'est le moment où on commence à avoir plusieurs business. En fait, on gère plus un produit sur un marché. On gère plusieurs business qui sont tous installés. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des nouveaux produits quand on est plus petit. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ouvrir d'autres pays avant 150 personnes. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de 150 personnes, dans cette phase de diversification, en général, si on est vers les États-Unis, c'est une unité à part entière, quoi. C'est une BU, quoi, qui gère son activité complètement. Potentiellement, on a plusieurs produits qui ont chacun leur propre BU aussi. Donc on commence à gérer du multi-business. Donc c'est quand même beaucoup plus complexe. Il y a plein de chaînes de valeur, du cross-sell, de l'upsell dans tous les sens. Ça crée des branches entre toutes les chaînes de valeur. Donc, il y a beaucoup plus de complexité. Il y a plein de questions de centralisation, décentralisation qui sont toujours au cœur des sujets. Et il y a des grosses questions de comment est-ce qu'on continue d'innover, alors que en général, les roadmaps sont embouteillés pour 3 ans à ce stade-là. Ça, c'est notre manière à nous, Fly the Nest, de conceptualiser un petit peu les grands changements d'échelle. Et pour nous, la manière de faire sa stratégie, de décrire sa stratégie est un petit peu différente en fonction du stade dans lequel on est. Peut-être rapidement, pour sentir un petit peu où est-ce qu'on en est dans le chat, est-ce que vous voyez tous lancer, moi dans ma boîte, on est en 1, on est en 2, on est en 3. Comme ça, je vois un petit peu le ratio et je peux me concentrer plus longtemps sur là où on a le plus de monde. Et pour pas perdre, Cédric, il y a une question de Grégoire aussi qui a été posée. Quel pourcentage du temps un manager doit-il consacrer aux OKR dans l'année de ton point de vue? Réflexion, mise en place des centres, des objectifs, etc. Ok, Ça revient d'avant, mais là, avec tous les... ouais, On va les perdre. super question. Est-ce que je peux y répondre quand on va aller plus loin vous allez voir, hop, 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 hop. Voilà, ce gros slide-là de mise en place, Grégoire, est-ce que tu peux me rappeler ta question à ce moment-là? Ça, j'y réponds là. Ça te va? Ouais, je la garde en tête aussi. Ça me va. Super, merci beaucoup. Ok, essentiellement un peu de deux. Ok, bah, je vais aller vite sur le 3 et je vais prendre mon temps sur les premiers. Est-ce que vous avez des questions sur les 3 étapes de changement d'échelle déjà? Est-ce qu'elles vous parlent, ces étapes-là? Est-ce que ça fait sens pour vous? Ouais? Cool. Ok, pareil, n'hésitez pas. Hein. Excusez-moi, j'avais le chat qui avait sauté là. Il est revenu et donc je vais les questions. Eh ben, nickel. Alors, core team. Donc, core team, on se met en situation. On est sans doute moins de 20. Peut-être on dépasse un petit peu. Allez, mettons sur ces 20 personnes, en tant que dirigeant, on est à peu près sûr qu'il y en a 12 qui font partie de la core team, quoi. Il y en a 8, on n'est pas sûr. Il y a des petits doutes. Des fois, il y a des comportements pas ouf. Des fois c'est pas ouf en perf, mais bon, ça va. Mais il y a 12 personnes, on sent bien qu'on commence à avoir un noyau dur, là. Ce noyau-là, il bosse, il est tout le temps ensemble, ça communique, c'est fluide, ça se dit les choses. C'est cool. Quand on est à cette étape-là et qu'on veut écrire sa stratégie de l'année suivante, le plus important à comprendre, c'est que c'est l'exhaustivité et la fluidité de l'information qui vont faire que ça va aller vite. Et donc, c'est là-dessus que je vais appuyer exhaustivité. On veut avoir l'ensemble des projets qui soient décrits dans nos OKR ou dans notre master plan, quoi que ce soit le nom qu'on lui donne, y compris la roadmap tech. Ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre du projet, on doit le retrouver là. Et comme quasiment tout est projet, on va tout retrouver. Donc on va retrouver la chaîne de valeur, hein. On va retrouver on va retrouver de l'acquisition, on va retrouver de la vente. Je l'ai pas mis là, mais on va retrouver du customer success probablement si on a vendu un produit ou des opérations si on a un produit qui nécessite des opérations. On va retrouver des projets qui sont transverses et qui sont difficiles à palper, par exemple l'adéquation produit-marché. C'est difficile de sentir ça, mais c'est quand même une case mentale de réflexion qu'on a. Alors on va en faire un chantier. Et puis la tech. La tech, on va la retrouver là. Probablement que la tech commence à mettre en place ses propres outils,
Mais malgré tout, on a envie d'avoir une vue 360 de ce qui se passe. Donc, les quelques gros blocs tech, on va les mettre dans une roadmap ici. Et puis, la levée de fonds, voilà, on est en train de lever des fonds, alors on va le mettre. Donc, vous voyez, je retrouve tous les projets qui peuvent avoir lieu dans la boîte. Et c'est le plus important. On a envie que ce soit un outil que tout le monde adopte. C'est un outil qui va permettre à la core team de se créer. Quand on disait c'est une team où là, bah, ça y est, les 12 l'info est fluide, tout le monde est au courant de tout, ça, c'est un outil qui le permet. On est tous d'accord sur les priorités de la boîte, globalement. Donc là, ça fait monter l'engagement, ça fait monter l'ambition, ça aligne, euh, ça permet de communiquer. Donc vraiment, la clé, quand on est en train de les construire au scale, c'est l'exhaustivité. Je vous recommande donc de faire cet exercice avec toute l'équipe. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un temps de founder à part, avant, après, peu importe. Soit vous préparez, soit pour débriefer, soit les deux. C'est totalement OK. Mais ça se construit probablement avec toute l'équipe. Pareil, à la fin, le fameux slide, ensuite, on pourra passer du temps dessus. On le fait une fois par an ou une fois tous les 2 ans, ou une fois tous les 6 mois. Je vous recommande tous les 6 mois plutôt, de se dire que tous les 6 mois, en vrai, ça va changer et les priorités vont changer. Peut-être que les chantiers vont rester les mêmes, simplement l'ordre des priorités va changer. Et ça, c'est important. Moi, je recommande plutôt biannuel, éventuellement même trimestriel. Ok, bonne question, Paula. Le problème qu'aujourd'hui ils ont, c'est que la leadership team n'est pas d'accord sur la mise en place des OKR, car trop compliqué. Et pour l'instant, difficile de faire bouger vers l'implication de toute l'équipe. Moi, mon astuce pour ça, hein, c'est le mot OKR peut faire peur, mais en fait, je pense qu'on ne peut pas avoir une leadership team qui n'est pas d'accord sur le fait de définir les priorités et l'ambition associée. Je pense que si tu es dans une leadership team et qu'il y a des gens qui ne veulent pas définir les priorités dans l'ordre, il faut partir le plus vite possible. Ça va pas bien se passer. Donc, pour moi, on n'est pas obligé d'appeler ça OKR. Je dirais qu'il faut définir les prios de l'année suivante. C'est synonyme. C'est vraiment synonyme. Moi, je me contenterai de ça. Si une équipe n'est pas d'accord pour mettre en place les OKR, je dirais au moins quelles sont les priorités. Il faut qu'on définisse les priorités pour savoir quel est le gros chantier numéro 1 sur lequel bah, il y aura plus de ressources et puis ainsi de suite. Et on n'est pas obligé de les appeler OKR, encore une fois. Mais enfin, autant je peux tout à fait comprendre qu'une boîte n'ait pas envie de se dire je déroule le rouleau compresseur OKR qui ressemble à ça, et je vais faire les OKR sur toutes les équipes, tous les individus, sur toute la boîte. Ça, c'est vraiment OK. Par contre, ne pas vouloir définir les priorités à court terme de sa boîte, pour moi, c'est obligatoirement aller dans le mur. Donc, voilà, après, il faudrait creuser un peu plus en détail les causes là-dedans. Ouais, absolument. Et ça, c'est important de trouver son bon timing. Il y a une question de timing, tu fais bien de le dire. J'ai mis fréquence biannuelle ou trimestrielle. Je pense que votre produit peut vous aider à trouver la bonne temporalité. Je prends un exemple, hein, chez Fly the Nest, on organise des séminaires pour faire ça. Naturellement, notre haute saison, c'est septembre-octobre, c'est décembre-janvier et c'est mai-juin. On a 3 hautes saisons. Et bah, du coup, nous, les moments où on construit notre stratégie, c'est décalé par rapport à ces hautes saisons, pour tomber pendant notre saison creuse. Donc, on peut aussi se servir de son business et de la cyclicité de son business pour trouver les bons moments pour faire ça. Je prends l'exemple chez Back Market, Q4, c'est l'activité, enfin, voilà, on fait un tiers du chiffre pendant un quarter. Donc, naturellement, on donne toute notre énergie dessus. Donc, du coup, c'est pas pendant Q4 qu'on fait ça. En fait, on définit la stratégie avant. Et en Q4, personne ne fait du build, tout le monde a le nez dans le guidon pour juste faire en sorte que la boîte tourne et s'écrase pas, quoi. Donc, c'est important de trouver le bon timing. Quand est-ce qu'on se décide, quand est-ce qu'on se lance, comment est-ce qu'on met ça. Et au bout d'un moment, ça va devenir une routine de boîte, en fait. Focus sur les priorités. Ouais,
question de Barbara, j'ai connu une boîte comme ça et la crainte du dirigeant était que les collabs ne soient plus ouverts aux opportunités car trop focus sur les priorités définies. C'est une bonne question. Euh, c'est un petit peu vrai, mais soyons francs, c'est le but. Le but de la capacité à prioriser, c'est aussi d'abandonner et aussi de ne pas faire des milliards de trucs dans tous les sens. Et en fait, il y a une question de capacité. Euh, c'est OK de se dire que de temps en temps, on a des priorités qui vont être tellement ambitieuses qu'en fait, il va pas y avoir la place pour faire autre chose. Et il y a d'autres moments où c'est moins le cas. Et en fait, c'est important de trouver cette juste balance-là. Et ensuite, faut voir aussi que plus la boîte grossit, moins ça va être exhaustif, là, ce qu'on va représenter dans les priorités. Et donc, du coup, il y aura de la place pour plein d'autres choses. Je prends l'exemple de Back Market, où on est 700, on a 3 OKR pour 2024. En vrai, il y a des centaines de projets qui rentrent pas dedans. Je sais pas si ça répond à la question. La question de Étienne, quels sont les meilleurs outils à recommander pour formaliser les OKR, un master plan, un Trello, autre? Euh, alors, il y en a plein. Euh, je vais te donner ce que nous, on utilise le plus, on voit le plus utiliser. C'est Notion. Je pense que Notion, c'est le numéro un. Là, on voit le plus. Si vous en avez besoin, chez Fly the Nest, on a construit un modèle déployable. Donc, il y a juste à appuyer sur le bouton et vous avez à peu près tout. Il faut pinguer Iris. Euh, il y a Trello qui marche vraiment pas mal, surtout à petite échelle. Ça marche vraiment très très bien. Il y a Asana qui est souvent utilisé aussi. Euh, Après, ça peut se mettre un peu partout, hein. Et quand on grossit un petit peu plus, il faut quelques slides dans les meetings réguliers. Mais un outil où on peut vraiment manipuler de la roadmap, c'est quand même le mieux. Donc, ouais, moi je dirais top one, Notion, Trello, Asana, et tous les autres outils de gestion de projet, seraient dans une seconde bucket. C'est mon avis personnel. Il faut tester, il faut voir ce que vous avez aussi. Je regarde l'heure, je vais passer sur le Scale 2. En Scale 2, alors Scale 2, c'est vraiment très intéressant. J'ai vu qu'il y avait quelques 2 dans les participants. Pour les 1, c'est intéressant parce que ça va vous aider à sentir qu'est-ce qui arrive. Et vous allez voir que ça vient vite. C'est assez surprenant. Donc le Scale 2, c'est celui qu'on appelle Team of Teams. On passe d'une core team où tout le monde se connaît, tout le monde partage toute l'information, à une équipe d'équipes. Une équipe sales, une équipe tech, une équipe market, une équipe finance, une équipe people. Et au tête de ça, une leadership team. Quelle qu'en soit sa nature, il y a probablement une leadership team. Très souvent, c'est les patrons de chacune de ces équipes, mais c'est pas obligatoire. Il y a des organisations plus originales aussi, mais c'est quand même souvent le cas. Les enjeux qu'on a quand on est dans cette étape-là, Team of Teams, c'est essentiellement que on ne va plus pouvoir décrire tous les projets de la boîte. On deviendrait fou si on voulait décrire 100% des projets qui sont dans la boîte. On n'a même pas vraiment envie que les techs sachent tous les projets des sales ou que les sales sachent tous les projets du marketing. On a envie qu'on soit au courant des projets qui vont nous impacter les uns les autres. Mais on n'a pas besoin de tout savoir, ce serait probablement une déperdition de cerveau que d'essayer de connaître l'exhaustivité. Du coup, ce qui se passe, quand on arrive dans cette dimension-là, quand vous commencez à arriver là, c'est que vous allez avoir plusieurs systèmes d'OKR. Si on en revient un peu en arrière, c'est le moment où les rouges commencent à apparaître. Les blocs rouges ici commencent à apparaître. Ça veut dire qu'on va avoir des OKR de boîte qui sont les priorités de l'entreprise et des OKR par département ou par équipe. Une chose très importante là-dedans, comme vous pouvez voir, dans mes OKR de boîte, j'ai mis deux couleurs différentes. Certains sont marron-gris là, et d'autres sont verts. Le marron-gris, c'est des chantiers qui sont transverses. Ils sont transverses, pourquoi? Parce qu'ils touchent un peu tout le monde. Parce que l'ownership n'est pas ultra évident à être dans un département, une équipe ou une autre. Et donc, du coup, on les considère un peu comme transverses. Ils sont en général pilotés par la leadership team. C'est pas obligatoire non plus. Exemple ici, si on prend un SaaS qui se développe bien, son positionnement marketing, c'est une question clé qui touche beaucoup de monde dans la boîte. Produits, tech, vente, market.
évidemment. L'actualisation de la culture, remettre à jour sa culture, c'est un projet collectif d'équipe. Scaler l'équipe de leadership, elle est peut-être pas complète, elle est peut-être pas encore hyper bien formée, elle est peut-être pas encore au top. La mettre en place, la structurer, la faire grandir. Et puis j'ai mis un autre là qui est un axe sales, construire l'outbound. Et bien là, on voit que dans nos priorités de boîte, je peux autant avoir des chantiers qui sont complètement transverses que certains chantiers qui sont logés dans un département. Simplement, ils sont tellement critiques qu'on les a mis là. En l'occurrence ici, le premier chantier de mon équipe sales, c'est l'outbound. Et pourquoi c'est le premier? Parce qu'il est considéré comme étant une des grandes priorités de l'entreprise. Donc, ce qui se passe quand on arrive dans cette dimension, c'est que la représentation des priorités de l'entreprise, elle devient non exhaustive, c'est-à-dire que je ne peux plus avoir tout. Deux, elle contient deux natures de chantiers, soit des chantiers transverses, soit des chantiers qui sont dans des équipes. Donc complètement sous leadership, il n'y a pas de problème, mais suffisamment critique pour qu'ils soient représentés là. Le dernier élément qui se passe, c'est que la roadmap tech sort un peu des OKR. La roadmap tech est au service des OKR, et donc en général, à ce stade, l'équipe tech commence à avoir structuré ses outils. Produits et tech commencent à avoir des outils un peu plus musclés. Un Jira, un Favro, etc. Tout ce genre d'outils de gestion de roadmap, que ce soit produit ou tech. Est-ce que ça va pour l'instant? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Jusqu'au scale 2. Ceux qui sont en deux là, est-ce que vous avez des questions qui vous restent? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous dites ça va pas marcher? C'est bien, pourquoi pas? N'hésitez pas. Dans tous les cas, on garde un petit peu de temps à la fin aussi. Alright. Je vais très vite sur le scale 3. Je crois qu'on a une personne en scale 3. Il y a quelque chose de particulier qui se passe en scale 3. C'est que on va souvent plus vraiment avoir la chaîne de valeur. Dans le scale 3, c'est rare. On va commencer à avoir vraiment des paris. Nos OKR sont les grands bêtes de l'année, les grandes transformations sous-jacentes qui ont lieu, qu'on a envie de mener. C'est des courants, quoi. Ça a démarré bien plus tôt, ça finira dans quelques années, ce chantier. Simplement, voilà, cette année, on met un coup d'accélérateur particulier dessus. Du coup, on peut avoir des priorités d'entreprise qui peuvent être de toute nature. Si ça se trouve, ça va être un pays. Par exemple, les US sont fréquemment une des top priorités de notre scale-up dans ces dimensions-là. Ça peut être du produit, soit un boost particulier sur un produit, soit un pivot sur un produit, soit un nouveau produit qu'on développe. Ça pourrait être un département en tant que tel. Ça peut arriver que, en fait, je sais pas, le département sales, il est à la rue, ça fait 3 ans qu'on a eu du mal à le structurer. Allez, on donne tout cette année. Et en fait, le département sales en tant que tel est une priorité de la boîte. Euh, donc, je pense que c'est la chose la plus importante à se dire, c'est ça, c'est que ça peut avoir ça peut être de toute nature, ce sera naturellement non exhaustif, et c'est un outil de com. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est important de vraiment de travailler le marketing et la formulation. Je ne vais pas trop plus loin sur le 3 en plus, je me suis servi de l'exemple de BackMarket qui est un scale 3. Je prends la question de Grégoire. Dans le 2, on est à fond dans le run et tout le monde a du mal à se projeter dans le build. Euh, Comment tu as traversé ça? Ouais. En fait, c'est ce qui se passe au scale 2, c'est que le run dépasse le build. Et ça, c'est particulier un petit peu. C'est que le volume de travail associé au run va dépasser le build. Pour autant, on est encore en train de tout défricher. Il y a plein de manières de faire différentes. Tu as des gens qui vont préférer s'allouer ou allouer une partie de leurs équipes 100% sur du run et d'autres sur du build. J'ai le cas là, chez une boîte qu'on accompagne où il y a un petit département qui fait du customer success, hein, mais très technique. Et ils sont 9 dans l'équipe. Il y en a 8 qui exécutent, qui font que du run. Et il y en a un qui fait du build. C'est tout. C'est un peu le plus ancien. C'était celui qui a tenu le customer success pendant des années. C'est une légende. Et en fait, c'est lui qui fait du build et qui améliore les processus et qui crée des outils et qui fait des choses comme ça. Ça peut marcher.
c'est vraiment possible aussi de se dire qu'on va tous avoir un ratio. Je sais pas, 80% de notre temps, on va le passer sur du run, 20% sur du build. Franchement, là, c'est à toi de trouver en fonction de ta culture comment pouvoir faire ça. Mais la première chose à faire pour réussir à se projeter, parce que tu disais comment est-ce qu'on fait pour se projeter là-dedans, la première chose à faire, c'est de relever la tête et de prendre ton équipe et de se poser ces questions-là, quoi, de priorité. Et en fait, enfin, ça peut être OK pendant une durée de se dire qu'on va juste tartiner du run et que notre priorité numéro un, ça va être le run du market, la priorité 2, le run de la vente, la priorité 3, la satisfaction client, c'est OK, quoi. C'est vraiment OK. Et en fait, du coup, on va faire du build itératif. On va juste améliorer les choses petit à petit, quoi. Je t'ai répondu sans trop de répondre, je crois, Grégoire. C'est beaucoup d'espace possible. Je sais pas, n'hésite pas soit à me reposer une question peut-être plus spécifique ou moins spécifique au contraire, à toi de voir. Si je t'ai répondu, c'est cool. Non, je prends la parole, c'est plus simple que de taper. Euh, Ma question, si je l'apprécie, c'est qu'en un, on donne une culture build à tout le monde. En tout cas, pour nous, elle est très ancrée. Ouais, Et du coup, en deux, ben, du coup, on se retrouve où il y a un paradoxe qui est les anciens, entre guillemets, ils ont besoin de conserver le build, mais ils sont aspects par le run, donc ils sont toujours là à vouloir prendre des sujets, mais en même temps, comment on va trouver le temps, etc. Donc c'est finalement, les nouveaux qui arrivent sont plus orientés, on voit vers le run instinctivement, mais notre base, elle est orientée vers le build, parce que quand on était en un, on avait surtout du build à faire, quoi. ouais, ouais. Euh, Bah, là aussi, il va y avoir une question de personne. Il y a des gens qui thrive, qui s'éclatent en un, en build, et qui vont jamais supporter de faire trop de run. Et ces gens-là vont probablement sortir au bout d'un moment. Parce qu'en fait, ils vont plus s'y retrouver, quoi, dans l'équation qu'on leur propose. Sauf peut-être ceux qui vont prendre des positions de management et de leadership, parce que du coup, ils vont continuer d'avoir le nez dans le build tout le temps, tout en gérant le run de leur propre équipe. Mais la vraie réponse, tu l'as donnée, hein, c'est le recrutement. Hein. C'est le recrutement de gens pour le polariser run. Tu as besoin de toute façon de réallouer une partie de l'énergie vers du run, et de plus en plus importante, avec des gens qui ne sont pas a priori chauds pour ça. Donc, il faut recruter des gens qui ont une affinité run, qui aiment ça. Et ça se trouve, hein, il y a vraiment plein. En vrai statistique, il y a plus de gens qui kiffent le run que le build. Ça marche. Pierre, j'ai trouvé que la non-exhaustivité était un des points clés, mais difficile à expliquer lors d'une transfo. On admet dans les OKR que les choses qu'on veut drastiquement améliorer ou changer. Ouais, c'est dur ça. C'est dur à expliquer. Et c'est toujours difficile d'expliquer que oui, il y a plein de gens qui sont pas représentés dans les OKR. Et c'est normal. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce que j'entends le plus quand je suis en train de les construire. On est content, on a défini les priorités, elles font vraiment du sens d'un point de vue stratégique. Et puis là, tu as quelqu'un qui prend la parole et qui fait ouais, mais vous avez vu l'équipe finance et l'équipe que je suis en Access, il n'y a rien pour eux. Les pauvres, quoi, ils vont pas se retrouver dans l'année. C'est dur, c'est vrai. Mm. Mais il vaut mieux ça que de se dire, bah, tiens, on rajoute une priorité 5 et une priorité 6 qui sont un peu fictives, qui sont là pour faire plaisir à des gens. Donc il vaut mieux une strat vraie qu'une strat qu'on a fait juste pour arrondir les angles. C'est normal que tout le monde ne soit pas représenté dans les OKR de la boîte. Surtout, enfin, pas normal tout le temps, mais à partir de Scale 2, c'est normal. Ça n'est pas possible. Et si on a tout le monde représenté dans les OKR tout le temps, c'est qu'on les fait mal. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas en train de prioriser. Donc vraiment, c'est logique et c'est important ça, de l'expliquer, quoi. Mais ça, si ça peut te rassurer, Pierre, hein, nous, on l'explique 3 fois par an à toute la boîte Pack Market. 3 fois par an, on revient dessus, on réexplique pourquoi c'est normal qu'il y ait des projets qui ne soient pas dans les OKR, mais qui se fassent quand même, etc. Donc c'est un combat continu. Ça va tout le monde? Ouais, je vois l'heure qui commence à filer. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le gros slide important. Avant que je passe sur le mode pratique, est-ce qu'il vous reste des questions? Il y a d'autres questions qui peuvent, n'hésitez pas, des doutes. Ça va? Alors, tac, comment est-ce qu'on va déployer? Euh, Ici, ce qu'on vous propose, c'est le contenu d'un off-site d'une équipe de direction.
d'une scale-up pour construire ses prios, pour construire sa stratégie. C'est, vous allez voir, ultra détaillé. Le but, c'est que vous ne lisiez pas le slide maintenant, que vous en fassiez un screenshot, parce que vous n'avez plus qu'à juste le prendre et l'exécuter. Vous allez voir, ça va marcher. C'est ça qui est un peu magique. Je vais passer dessus pour vous le raconter, mais n'hésitez pas à en faire un petit screenshot. Première chose qui n'est pas mise là, par contre, c'est voilà, partir et décider qu'on y va. C'est une première étape. Se dire qu'on va se mettre au vert avec son équipe de direction pour construire ses OKR, c'est la première étape à faire. Je dis une équipe de direction d'une entreprise, donc la leadership team d'une scale-up par exemple. Si on est tous en stade 1, c'est a priori partir au vert avec toute la boîte. Éventuellement avec une partie avec que les founders en premier, pourquoi pas. Mais c'est pas décider de se mettre au vert avec toute la boîte. Si on est une équipe au sein d'une boîte plus grosse, bah c'est pareil, hein, les étapes de changement de dimension, elles marchent pour les équipes au sein d'une entreprise plus importante. Donc, si vous êtes une équipe de 12 sales au sein d'une scale-up de 300 personnes, en fait, vous êtes en scale 1 dans votre équipe, et donc ça marche pour vous aussi. Donc ça marche pour une entreprise globale, et ça marche aussi pour une équipe. Donc la première étape, c'est se mettre d'accord et décider de comment on va s'inspirer, récupérer de l'information. Vous vous souvenez, chez Back Market, c'est les trifecta qui présentent toute leur vision de l'année suivante. Donc c'est pas loin de 200 personnes qui bossent pour construire une vingtaine d'éléments de vision qui servent à inspirer la leadership team. À vous de voir comment vous pouvez le faire en fonction de la taille à laquelle vous êtes. Ça peut se faire sur la base d'un simple survey. Quelles sont d'après toi les trois plus grandes priorités de la boîte? Raconte-nous-les. Et puis, bah, on fait la synthèse et puis ça peut servir en inspiration. Ça peut se faire sous la forme de rencontres, d'entretiens, de discussions. Et on peut vraiment tout choisir comment est-ce qu'on le fait. Concrètement, on est maintenant arrivé en off-site. Voilà, on est soit toute la boîte si on est en scale 1, soit, je sais pas, les 9 du COMEX si on est en scale 2. On a plein de matériel, on a récupéré plein de data dans la tête. On a 2 jours au vert et l'objectif, c'est de construire la stratégie de l'année prochaine. Comment on s'y prend? Première question, est-ce qu'on a déjà une ambition moyen-long terme? Oui, non. Si oui, alors on skip l'atelier 1, on ne le fait pas. Si on n'en a pas, eh ben on se fait l'atelier 1. L'atelier 1, c'est notre vision moyen-long terme. C'est notre ambition un peu. Prenez 10 minutes en individuel. 10 minutes de préparation individuelle où chacun va se poser et sur son brouillon, écrire qu'est-ce qu'il estime 3 succès majeurs de la boîte, 3 éléments qui lui feraient ouvrir le champagne. Ça peut être des chiffres, peu importe. Ce que vous voulez, mais on se projette à 2-3 ans ou à 3-5 ans. À vous de voir la bonne temporalité qui vous va. Et des succès majeurs qui vous font dire, voilà, on a réussi. Tout le monde les note, idéalement, un succès par post-it, et tout le monde va venir partager ces post-it. Donc, vous allez récupérer, si vous êtes 10, 30 petits post-it qui représentent des succès. Vous les mettez ensemble en fonction s'ils sont cohérents. Donc, si j'en ai 2 qui parlent de, je sais pas, mon volume de clients, bah, paf, je les mets ensemble. Si j'en ai 3 qui parlent de la taille de l'équipe, je les mets là, etc. Une fois que vous les avez posés, bah, vous allez en faire des petites patates et vous dire, voilà, s'il y en a 5 qu'on doit conserver, c'est lesquels. On dit 5, c'est indicatif. Si vous en gardez 6, bah vous en gardez 6. Si vous en gardez 4, vous en gardez 4. À vous de voir ce qui fait sens pour vous. Le but, c'est de ne pas en garder trop non plus. Pas une vision à 25 phrases, sinon personne ne va jamais s'en souvenir. Et pour chacun, on va essayer de les formuler avec le framework OKR, c'est-à-dire un objectif qui soit un peu inspirant. Donc ça, c'est une phrase, comme si on y était, et des KR, c'est-à-dire les chiffres qui nous permettent de dire on y est. Ça va? Ça, c'est vraiment pour faire plutôt de la vision moyen terme. Ça nous permet de nous arrêter sur 4, 5, 6 éléments de vision qui nous parlent à tous, qui nous font dire, ouais, on est tous en train de regarder dans la même direction. C'est intéressant, hein, on se rend compte qu'on a souvent des conceptions de l'avenir différentes. Et donc, c'est vraiment un outil passionnant à faire, hein. Ça permet d'identifier des endroits de misconception ou des endroits où on n'est pas d'accord et de les découvrir plus tôt.
il faut toujours mieux décorer les désaccords le plus tôt possible. Plus c'est tard, plus c'est coûteux. Une fois qu'on a fait ce workshop, le deuxième workshop qu'il faut faire, et celui-là c'est le plus long, ça va être de définir les top prios de la boîte. Comment est-ce que nous on fait ça? Pareil, on reprend un temps individuel et on demande à chaque participant les 5 top priorités de la boîte. Et ensuite on les fait les ordonner. Prio 1 sur un post-it rouge. Voilà, c'est rouge, c'est critique, c'est chaud, c'est la prio 1. Prio 2 et 3 sur des post-it bleus. Prio 4 et 5 sur des post-it verts. Évidemment, si vous changez de couleur, vous vous en doutez, il n'y a pas d'impact. Hein. Chacun va partager sa prio 1. Déjà, on va voir si on a les mêmes ou pas les mêmes. On va voir combien de prio 1 vont revenir. Ensuite, on partage les 2 et 3. Et à chaque fois qu'on en partage, on fait la même chose. Donc, on les met proches si c'est un peu les mêmes concepts, si c'est les mêmes idées. Ce qui fait qu'on va finir avec un ensemble de patates qui vont toutes avoir des tailles différentes. Peut-être que la première, en fait, il y a plein de post-it qui ont été partagés. Donc, on va voir que ça fait vraiment une grosse patate. Donc, vous partagez les 2 et 3, vous partagez les 4 et 5 si nécessaire. Des fois, c'est même pas nécessaire. Et là, vous allez pouvoir vous accorder sur les top priorités en fonction des patates qui sont apparues. Petit tip pour amorcer la discussion de la priorité, un bon moyen, c'est de voir ce que donne le workshop lui-même. Parce que sinon, on va se lancer, on a 6 priorités, dans quel ordre on les met? Ça peut être un peu difficile de se lancer. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des points. On donne 5 points au prio 1, 3 points au prio 2 et 3, et 1 point au prio 4 et 5. Et comme ça, on a un premier ordre des priorités de la boîte qui nous vient du workshop. Sur la base de quoi on peut discuter. Ça va, ça vous parle? Ouais. Vraiment, l'exercice, vous pouvez le faire comme ça. Hein. Vous enfermez votre cotillard dans une salle et vous faites exactement ça. Vous allez voir que vous allez arriver à la sortie normalement, avec vos priorités. Pardon. Et la dernière étape, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les priorités, en tout cas le périmètre que ça représente, il faut qu'on les fasse propres. Donc, il faut au minimum qu'on leur donne un nom. Si on peut leur donner un nom cool que toute la boîte va retenir, c'est quand même bien. Il faut qu'on lui donne un objectif, donc la fameuse formulation qualitative de la cible, et au moins un KR, qu'on appelle souvent le KR d'or, le Golden KR, whatever, et un honneur, un porteur, quelqu'un qui va porter la responsabilité de cette OKR, de cette priorité boîte. Tenez pas compte des timings, j'ai mis n'importe quoi sur les timings là. Ça nous donne une idée, effectivement, pour le partage jusque-là, mais il faut voir que la dernière étape peut être longue. Donc en général, tout ça, c'est une journée de travail. En fait, ils sont tous bons, les timings, c'est simplement que la dernière étape peut prendre une bonne après-midi. Ça va? On est good jusqu'à là? C'est un workshop qui marche tout le temps. Hein. C'est la recette magique de Fly the Nest. Alors, bonne question, Barbara. Il n'y a rien d'absolument mandatory, d'absolument obligatoire. Idée d'où tu peux lancer le workshop comme ça. Ça marchera toujours. Si tu as envie, ce que tu peux faire, c'est faire un peu de bottom-up avant, qui permet d'aller sentir un petit peu. Mais ça dépend de quelle taille est la boîte. Si tu es en scale 1 et que vous êtes moins de 20, je recommande de tous partir en même temps. Et donc, du coup, c'est pas nécessaire. Si vous êtes en scale 2 ou au-dessus, je vous recommande de faire un petit exercice bottom-up, parce que vous ne pourrez pas avoir tout le monde dans l'off-site. Et donc, vous allez devoir prendre la leadership team pour faire l'off-site. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir récupéré de l'information auprès de tout le monde avant. Qu'est-ce qu'ils pensent les 40 autres de la boîte, quoi, qui devraient être les priorités. Et ce sera une source d'inspiration en plus. Et si vous êtes bien plus gros, en vrai, il faut connaître peut-être ce qui est au PP, des dernières levées de fonds, pour pouvoir donner du cadre, donner des idées de chiffres et d'ambition. Ça peut être utile. En général, on va terminer un petit off-site comme ça, en essayant de s'aligner. Merci Virginie. Bonne journée. En essayant de s'aligner sur ce que sont les top 3 priorités par équipe. Et en fait, on ne va pas les définir très statiquement.
c'est-à-dire qu'elles vont peut-être évoluer, mais juste tant qu'on est réuni leadership team, est-ce qu'on est à peu près d'accord des top 3 priorités de nos différents départements? Et donc, ça vaut le coup de faire un exercice de pré-alignement au niveau de la leadership team des priorités d'équipe. Ça va servir d'input, ça va servir d'entrant quand ce département ou cette équipe va construire ses propres priorités. C'est ça qui permet de s'assurer, j'ai une question tout à l'heure de la cohérence entre les priorités compagnie et les priorités d'équipe. Faire ce petit atelier, c'est ça qui va vraiment nous assurer cette cohérence. Voilà, je crois que je suis au bout, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un petit peu après, mais pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des questions déjà là? N'hésitez pas, ou démute ou écrire. Ça va? Ok. Je conclue très vite, et comme ça je laisse la place pour ceux qui veulent continuer à faire des questions sur les 10 dernières minutes. On fera une masterclass sur ce sujet-là à part entière. Le suivi des OKR ou des priorités dans votre boîte, c'est un sujet complexe sur lequel franchement il y a 1 milliard de trucs à faire. Donc peut-être quelques éléments indispensables à penser si vous mettez en place. Si vous avez des OKR d'entreprise, ceux dont on vient de parler, les priorités, ça doit être mis à jour et présenté lors d'un rituel global boîte. Si vous avez un all-hands ou un town hall ou un meeting général mensuel, c'est un bon rythme. Et on commence ce meeting-là systématiquement par une mise à jour des priorités de la boîte. C'est les prios, donc pourquoi pas en parler en premier. Pour les OKR d'équipe, pareil, mais à l'échelle d'un rituel d'équipe. Si vous avez un full team weekly, alors on va peut-être pas le faire toutes les semaines, mais au moins tous les 15 jours. Si vous avez des OKR trimestriels d'équipe, il faudra faire la revue. S'ils sont biannuels, il faudra faire la revue. Donc il faut prévoir aussi des moments pour pouvoir remettre à jour ses priorités. Les OKR individuels, il faut se caler sur le rythme de l'évaluation de la performance. Benjamin, pour toi, c'est une vraie erreur de vouloir imposer seul sa vision du monde. Pas vraiment. C'est toujours compliqué. C'est pas pour rien qu'il y a des dirigeants visionnaires et qui pensent le bon chemin et puis qui disent c'est là qu'on va et puis en fait personne n'est d'accord, mais c'était quand même le bon chemin, quoi. C'est juste que c'est dur, ça bataille. En fait, le but d'un exercice comme ça, c'est souvent de donner de l'espace aux dirigeants pour pouvoir expliquer et démontrer sa vision. C'est quand même très fréquent que quand on fait ces exercices-là, nous, en animant des COMEX, qu'en fait, à la fin, celui qui cut, c'est le CEO, si on n'est pas d'accord sur un truc. Et c'est OK. Mais surtout, ça permet de distinguer le niveau de divergence. Ça permet de voir ce qu'il y a. En fait, si tu imposes ta vision et que tout le monde est plus ou moins d'accord, tu vas avoir un niveau de convergence élevé, les gens vont quand même être plutôt chauds pour le faire. Puis si en plus tu es super inspirant, chaud, tu fais des discours de fou, les gens ils vont être tous vent debout derrière toi. Mais si tu imposes une vision, mais que tu te rends compte qu'il n'y a personne qui veut l'exécuter, tu vas pas aller loin. Et ça, c'est un truc important. Le projet qu'une équipe exécute le plus vite, c'est le projet que l'équipe a envie d'exécuter. Barbara. Et donc, en fait, je dirais que soit tu as une équipe qui est hyper heureuse de te suivre, et dans ces cas-là, impose ta vision et trace, et ça va bien marcher. Si tu as une équipe, tout le monde peut, qu'elle soit en plus un peu rebelle, un peu à vouloir affirmer ses idées, et qu'elle n'est pas d'accord avec toi, tu vas en baver, hein. Alors que juste faire l'exercice de co-construction t'empêche pas d'être top-down et de cutter une décision s'il y a besoin, mais par contre permet à tout le monde de s'approprier le processus de réflexion qui a été le tien. Et donc c'est un exercice de leadership aussi que de mener ce type de workshop. Ça doit surtout pas freiner ton ambition à construire ta vision et à la faire avancer. Surtout pas, parce que c'est de ça qu'on attend d'un leader. Mais finalement, c'est la vouloir imposer, c'est toute une question de style. Comment tu vas faire? Comment tu vas t'y prendre? Yes, avec plaisir, Benjamin. On va beaucoup aborder. Est-ce
qu'il y a d'autres questions? J'arrive au bout, il est presque 14 heures. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui vous restent? Bye bye bye. N'hésitez pas, je reste un peu. Je crois que j'ai mis à peu près tout. Vous pouvez nous écrire, évidemment. Alors, c'était un test. Depuis 7 ans, Bonne question, Pierre. En fait, on a été très vite à mettre un truc qui marchait bien à 20. Il a égal. Ça a marché bien jusqu'à 40 personnes. Ensuite, ça a été un peu le flop jusqu'à 120. De 40 à 120, c'était un peu le chaos. On avait encore un meeting avec 100% des gens où on revoyait toutes les roadmaps. C'était un enfer, ce meeting. On allait tous se tirer une balle. N'empêche qu'en termes de transversalité, c'était cool. Et je dirais que c'est entre 120 et 200, on a tout construit. Et donc, on a reconstruit ce fameux processus-là. Il marche bien depuis, hein. Ça fait 4 ans qu'on est content des OKR et comment ils se construisent. Mais on améliore tous les ans. C'est pour ça qu'on dit qu'on teste tout le temps. Mais ça fait quand même 4 ans que ça reste assez stable. Encore une fois, hein, c'est à chaque changement de dimension qu'il faut que tu t'y remettes, quoi. Et à chaque changement de dimension, tu vois, chez Back Market, ce qu'on n'a pas fait, c'est chercher un modèle pour le Team of Teams. On a construit le modèle pour Core Team et puis on a vécu avec jusqu'à ce qu'on arrive là et qu'on se dise, bon, voilà, ça marche vraiment plus du tout. Merci beaucoup, Étienne. Et pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous débuter aussi. Merci, Olin. Bonne journée aussi. Avec plaisir, Pierre. La prochaine, du coup, on la fera sur traquer, communiquer et mettre à jour les prix au global. Comment est-ce qu'on fait pour bouger tout ça? Merci. Merci beaucoup.